Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur ce nouveau webinaire 3D Native. Alors, vous nous rejoignez progressivement. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, donc, on va s'intéresser à la robotique industrielle et comprendre comment la fabrication additive vient impacter ce secteur d'activité. Donc, on va revenir sur des cas d'application très concrets avec l'entreprise BizLink et on verra quels sont les gains qui sont offerts par l'impression 3D. Donc, bonjour à tous, vous nous rejoignez progressivement. Je suis ravie de vous accueillir sur ce nouveau webinaire 3D Native. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Pierre Servaux, qui est Go-to-Market Lead France chez Formlabs, et de Antoine Bernérias, qui est chef de projet, responsable développement produit chez BizLink. Je les laisserai se présenter tout à l'heure, mais bonjour messieurs, je suis ravie de vous avoir ce matin avec moi. Donc moi-même, je suis Mélanie Wallet, je suis la rédactrice en chef de 3D Native, qui est aujourd'hui la plateforme média la plus large en Europe dédiée à la fabrication additive. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à préparer vos questions et à les poser dans l'onglet Q&A qui est prévu à cet effet. On y reviendra du coup à la fin de ce webinaire. On a vraiment 15 minutes dédiées aux questions-réponses avec Antoine et Pierre, donc profitez-en. Vous pouvez les poser de façon anonyme ou pas. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions dans cet onglet. Je voulais également vous préciser qu'il y aura un replay de ce webinaire qui sera disponible sur 3D Native dans les prochains jours. Voilà, donc vous nous rejoignez progressivement. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Avant de commencer du coup ce webinaire, pour ceux qui ont l'habitude, on commence toujours par un sondage qui est assez rapide avec quelques questions. Ça va permettre à nos intervenants aujourd'hui de mieux cerner leur auditoire et d'affiner du coup leur discours en fonction. Donc je vais partager le sondage. Hop. Normalement, vous devriez le voir. Comme vous voyez, il y a 4 questions. Dans quel secteur d'activité travaillez-vous? Est-ce que vous utilisez des robots dans votre activité? Est-ce que vous utilisez la fabrication additive? Et si oui, quel procédé? Donc vraiment, n'hésitez pas à répondre à ces 4 questions. C'est très rapide. Pendant ce temps-là, je vous fais un rappel de l'agenda. Donc, on va commencer par une présentation de BizLink avec Antoine qui reviendra du coup sur l'historique de l'entreprise et les solutions qui sont développées en robotique industrielle. Pierre ensuite reviendra très rapidement sur la gamme des produits Formlabs et les matériaux qui sont compatibles. Et enfin, Antoine expliquera pourquoi BizLink a choisi l'impression 3D, quelle est sa valeur ajoutée en robotique industrielle et présentera des projets concrets. Donc, vous nous rejoignez progressivement. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Bienvenue sur ce nouveau webinaire 3D Native. Il y a normalement un sondage qui devrait apparaître sur votre écran. N'hésitez pas à répondre aux quelques questions. Ça permettra à Pierre et Antoine de mieux cerner aujourd'hui l'auditoire présent. Donc voilà, 4 questions très rapidement. N'hésitez pas aussi à nous dire si vous nous entendez bien, si vous avez un souci de son, d'image. Et puis, je rappelle de poser vos questions dans l'onglet Q&A, du coup, qui est prévu à cet effet. N'hésitez pas, on y reviendra à la fin. J'attends encore quelques secondes pour que tout le monde puisse répondre aux questions du sondage. Donc, pour tous ceux qui viennent de se connecter, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de robotique industrielle et de fabrication additive avec la présentation notamment de cas d'application très concrets. Et on essaiera de comprendre comment l'impression 3D, justement, permet de favoriser l'innovation dans ce secteur d'activité. Hop, je laisse encore une vingtaine de secondes et ensuite, je partagerai du coup les résultats avec tout le monde. Hop. Voilà, donc j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de 60% des participants qui ont répondu. N'hésitez pas, je laisse encore quelques secondes. Voilà, je rappelle du coup qu'il y aura un replay qui sera disponible sur 3D Native d'ici la fin de cette semaine et que vous pouvez poser toutes vos questions du coup à Antoine et Pierre. Je vais mettre fin au vote et partager du coup les résultats
Alors, du coup, aujourd'hui, dans quel secteur d'activité travaillez-vous? Vous êtes nombreux à travailler dans le secteur de l'impression 3D, mais aussi dans tout ce qui est machines et équipements. Aujourd'hui, il y a 55% des participants qui n'utilisent pas encore de robots dans leur activité. Donc, ce serait intéressant justement pour vous de suivre cette présentation, alors qu'aujourd'hui, vous êtes quand même 90% à déjà utiliser la fabrication additive, principalement du FDM, mais aussi des procédés résine, donc SLA, DLP, LCD, puisque vous n'êtes que voilà, 14% à ne pas utiliser l'impression 3D aujourd'hui. Voilà, donc j'espère que Pierre-Antoine, ça vous a un petit peu aidé à comprendre aujourd'hui le profil des participants. Tout à fait. Hop. J'arrête le partage. Parfait. Et donc, avant de se lancer dans le vif du sujet et de laisser la parole du coup à Antoine, je voulais revenir très rapidement sur l'industrie robotique dans le monde. Finalement, qu'est-ce que c'est et quel est le lien avec l'impression 3D? Alors, selon l'Organisation internationale de normalisation, l'industrie robotique, enfin le robot industriel, c'est un système commandé automatiquement, multi-applicatif, reprogrammable, polyvalent, manipulateur et programmable sur 3 axes ou plus. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe de multiples types de robots, exactement comme les imprimantes 3D finalement. Vous avez des robots articulés, cartésiens, polaires, cylindriques, qui sont du coup le plus souvent utilisés pour déplacer un objet dans un environnement de travail donné. Et donc, si on se penche maintenant un peu plus sur des chiffres, on voit que le marché de l'automatisation, c'est un marché qui est en pleine croissance, notamment du coup dans l'industrie. Depuis 2017, on a autour de 400 000 nouveaux robots industriels qui ont été installés chaque année dans le monde, selon une étude qui a été réalisée par la Fédération internationale de robotique. Et donc, vous voyez bien sur le graphe cette évolution. En 2020, le stock opérationnel mondial a atteint plus de 3 millions d'unités, soit 3 fois plus qu'il y a 10 ans. Et voilà, et les secteurs qui ont le plus recours à l'automatisation sont ceux de l'industrie électronique et de l'automobile. Et alors, c'est assez, si on fait un lien du coup avec le secteur de la fabrication additive et que vous avez observé les dernières tendances, on voit bien que c'est un secteur aussi qui cherche de l'automatisation. Donc, c'est intéressant de voir comment les deux pourraient se combiner. J'ai fait un petit focus ensuite sur l'industrie robotique en France. Alors, c'est vrai que la France reste en retard sur ces sujets-là, comparé à d'autres pays dans le monde, notamment en Asie, mais aussi à nos confrères européens. Ce qui peut finalement expliquer le plan d'investissement France 2030 qui a été présenté par le gouvernement en octobre 2021 et qui, en fait, dédie 800 millions d'euros au développement de la robotique en France. Donc, ça va être intéressant de voir dans les prochaines années ce que ça va donner. Et juste pour reprendre encore une fois une statistique, une étude qui a été réalisée toujours par la Fédération internationale de robotique montrait que pour 10 000 employés, la France, elle compte 194 robots industriels, alors qu'en Allemagne, il y en a quand même 371 pour le même nombre d'employés, ou encore en Italie, 224. Donc voilà, juste pour vous montrer un petit peu les différences qui peuvent exister en Europe. Alors finalement, quel est le lien avec l'impression 3D? Est-ce qu'elle peut justement permettre de favoriser l'innovation en robotique industrielle? C'est justement ce qu'on va chercher à comprendre aujourd'hui à travers ce webinaire. Je vais laisser du coup la parole à Antoine qui va pouvoir nous en dire plus. Et voilà, je rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions à Antoine et Pierre et vraiment profiter de cette heure. Antoine, je vous laisse la main. Merci, c'est très gentil. Par contre, il faut me redonner la main, je suis désolé. Normalement, c'est bon. Allez-y, vous pouvez. Voilà, parfait. Non. Bonjour à tous, donc je m'appelle Antoine Barnerias, je travaille pour la société Bizing, qui était anciennement Léonie, qui vient d'être rachetée la partie robotique. Ça fait à peu près 9 ans que je travaille dans le domaine de la robotique. J'ai fait mes études tout en lié sur la robotique parce qu'il y a toutes les prédominantes mécaniques, élec et aussi chef de projet.
Durant ma carrière, j'ai été chef de projet sur aussi bien des milieux automobiles que des milieux nucléaires. Et depuis un certain temps, je suis retourné pour différents, excusez-moi, j'ai été chef de projet pour différentes entreprises et là, je suis revenu chez BizLink en coordination, chef de projet, mais aussi en développement de nouveaux produits parce qu'on a une nouvelle demande qui arrive de plus en plus, dont je vais vous parler par la suite, qui est l'intégration d'équipements pour des petits porteurs. Les clients ont de nombreuses exigences là-dessus et aujourd'hui, sur le marché, il faut que quelqu'un développe des choses. Donc voilà. Après, j'ai un dicton qui est très important pour moi, c'est que ce n'est pas le vent qui décide où on va, mais le sens de la voile. Et ça, je pense que c'est un dicton qu'on peut mettre aussi avec l'impression 3D, parce que en fait, l'impression 3D nous a apporté chez BizLink une nouvelle philosophie. En fait, on ne se bloque plus à certaines choses, et c'est quelque chose qui est vraiment parfait avec l'impression 3D. Voilà. Donc, qui sommes-nous? Donc, voilà. Donc, maintenant, comme je vous ai dit, on s'appelle BizLink. Nous, on est basé sur Chartres, près de la très belle cathédrale. Nous avons deux sites. Un site qui est plutôt dédié sur de la robotique industrielle. Donc, je vous répète, nous sommes spécialisés sur les équipements. Donc, en fait, on vient travailler avec les fabricants de robots. On a un site industriel et un site médical où on a développé notre propre robot pour tout ce qui est traitement de tumeurs cancérales. Donc voilà, après, vous avez à peu près des chiffres. Donc le 125 varie beaucoup, surtout dernièrement avec tout ce qui était Covid, avec tout ce qui était charge de travail. Nous avons à peu près une vingtaine d'intérimaires qui tournent plus ou moins. Et notre chiffre d'affaires de l'année dernière est marqué ci-dessous. Donc le Covid a eu un impact, mais on a réussi un peu à équilibrer les choses. Ouais, me dire si je parle vite, je suis désolé, je vous le dis direct. Donc pour vous dire, donc à la base, le site où je suis, qui est BizLink Robotics Solutions maintenant, s'appelait CIA. Donc il a été fondé en 1984. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que à la base, Léonie est encore beaucoup plus vieux que ça. Ça date de la royauté. Ça vient de la création des fils d'or de Lyon. Donc fil d'or qui est après retourné sur le câble. Ça a été racheté après par une entreprise Léonie, d'où en fait toute la continuité. On parle du fil d'or, on part sur du câble, et après nous, on a beau créer notre branche pour venir équiper les robots industriels. Donc nous avons des filiales qui sont un peu partout dans le monde. Nous en avons en Espagne, en Chine, en USA. Et ici, vous avez à peu près quelques dates clés de projets qu'on a pu mettre en action, comme le médical, donc le robot Orion. Voilà. Aujourd'hui, on tourne à peu près avec plus de 1600 robots équipés par an pour différents fabricants de robots industriels, que ce soit KUKA, que ce soit FANUC, que ce soit d'autres grands noms que je citerai par la suite. Et cette année, donc, nous sommes passés BizLink Robotics Solutions France en 2022, un rachat qui a été fait pour à peu près 3000 personnes de notre entité. Que faisons-nous? Nous faisons plein de choses dans la robotique. Donc, comme je vous ai dit, ici, vous avez une image. Voilà. Ici, vous avez différentes images qu'on a. Ce qu'on fait, c'est vraiment l'équipement du robot. Donc, nous recevons souvent des demandes de clients, dire comme quoi ils veulent avoir soit un préhenseur avec des ventouses, soit une main au bout de leur robot. Ils nous donnent le matériel qu'ils ont. Et nous, on dessine vraiment tout l'acheminement des énergies pour arriver au bout du robot. Donc, en fait, ce qu'il faut penser, c'est que un fabricant de robots fabrique son robot pour qu'il puisse déplacer l'objet, mais il faut souvent amener des énergies. Et comme vous avez pu voir, en fait, on a quand même fêté nos plus de 100 ans. On a une expertise sur le cheminement pour éviter tout ce qui est casse de robots. Donc, on a vraiment un grand savoir qu'on améliore d'année en année. Et un avantage de Léonie, c'est qu'on crée aussi bien nos câbles que tout ce qui est pièces plastiques pour les robots. Donc aujourd'hui, là, comme vous pouvez voir sur cette présentation, on est plutôt basé sur tout ce qui est
gros porteurs. Donc, gros porteurs, c'est plus que 125 kg, même des fois 50 jusqu'à 125, jusqu'à 700 kg. Ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Donc là-dessus, on crée tous les systèmes. On a aussi des personnes qui viennent fiabiliser ces montages sur les robots directement. On a aussi une section qui vient programmer ces robots. Donc je vous laisse un tout petit peu lire, vite fait. Donc ne vous étonnez pas, hein, si vous voyez encore Léonie, comme je vous ai dit, c'est encore frais. On n'a pas encore changé toutes nos diapos. Donc, nos solutions. Donc, pour être un peu plus au détail, donc je sais que j'ai vu qu'il y en avait certains parmi vous qui avaient déjà des robots. En fait, ce qu'on vient faire, plus exactement, aujourd'hui, donc là, vous pouvez voir, c'est un robot qu'on a actuellement dans nos locaux. En fait, on vient faire l'acheminement complet du robot de l'axe 1 à l'axe 6, tout en essayant de préserver au maximum des rotations, des contraintes qu'on pourrait avoir sur l'environnement. Et ça, c'est des choses qu'on installe, comme je vous ai dit, on a à peu près 1600 robots. Aujourd'hui, on a un secteur qui est vraiment dédié sur l'industrie automobile. Si un jour vous allez dans une usine automobile, je pense que vous verrez souvent du Léonie. Donc ça, c'est nos produits phares, c'est quelque chose qu'on sait faire et où on a un grand savoir et où on a aussi des techniciens qui sont spécialisés pour après fiabiliser ce système-là en fonction de vos trajectoires. Parce que ça ne suffit pas de dire on va commander un faisceau chez Léonie, sauf qu'un faisceau est réglable à plusieurs points de vue et s'adapte en fonction de vos faisceaux. Autre chose qu'on fait pour un de nos clients, c'est en fait on vient finir leur process, on vient rajouter des spécificités dans les baies pour vraiment offrir une solution client aux différents fabricants, une solution complète, excusez-moi, à tous nos différents clients. Donc là, on voit une baie complète équipée et un robot complet équipé. Donc pour vous dire, ça c'est un faisceau qui va venir après, on va venir installer une pince pour pouvoir faire tous les points de soudure des véhicules que vous avez sûrement avec vous. Voilà, alors là, c'était pour vous faire voir à peu près tous les types de solutions qu'on est en train de mettre en place. Donc là, cette diapo est plutôt basée sur les gros porteurs, parce qu'aujourd'hui, le marché était vraiment sur les gros porteurs. Mais vous allez voir par la suite, il y a un petit changement de situation qui commence à arriver, d'où le fait de pourquoi je suis passé chez Formab. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, un faisceau, ce n'est pas seulement le fait d'acheter un faisceau. On a des personnes qui sont spécialisées pour après venir installer ou régler votre faisceau, mais on a aussi un autre service qui est dédié à la programmation. Ce n'est pas juste, on peut vous accompagner. Si vous avez des choses qui sont très difficiles à mettre en place, on a un service qui est très réputé et pour vous aider à faire vos installations, à programmer les robots. Là, je vous parle d'un autre projet sur lequel j'avais participé quand je suis arrivé dans l'entreprise Léonie, qui est un projet qui me tient à cœur et qui va me faire aussi la liaison sur l'imprimante 3D. La société Léonie, à l'époque, a développé un produit qui s'appelle le projet Orion, qui est le robot que vous pouvez voir ici, qui est un produit où j'avais été responsable de tout ce qui était partie normatif électronique et développement de la baie de contrôle, où en fait on vient positionner le patient directement sur une table en carbone. On vient placer après une imagerie la tumeur en dessous d'un faisceau de protonthérapie et on vient attaquer cette tumeur sur différents angles. Donc en fait, on vient détruire à 100% la tumeur grâce au système de protonthérapie. Mais en fait, nous, pendant le traitement, on va venir incliner le patient sur différents degrés. Comme ça, en fait, on attaque à 100% la tumeur, mais l'épiderme ne se prend qu'une seule salve de protons. Donc, on ne vient pas détruire tout ce qui est peau au niveau du lancement de la source. Et là, on a lancé donc, il y a, en 2019 un autre petit produit qui s'appelle le Pulsar, qui est l'image du centre, qui est un robot qui est aussi dédié pour le médical, qui a une très forte précision et où on va venir en fait assister aussi bien les chirurgiens que de faire certaines actions médicales. Donc là, on vient de le présenter il n'y a pas longtemps et j'ai utilisé l'imprimante Formlab pour pouvoir faire certaines parties
de ce robot. Donc, c'est aussi un avantage d'avoir moi l'imprimante 3D, c'est que je peux en faire partager à mes petits camarades du médical et ça nous fait gagner énormément de temps et d'argent. Alors, je répondrai aux questions après, mais là, c'est plutôt pour tout ce qui est tumeur qui peut être traité par protonthérapie. Voilà. Alors, Formlab, Pierre, je te laisse la main. Merci Antoine. Je vais juste faire un petit aparté pour présenter Formlabs pour ceux qui ne connaissent pas. Formlabs, on est spécialisé dans les solutions d'impression 3D et on a actuellement 2 technologies à notre arc. Donc, beaucoup nous connaîtront peut-être pour la stérolithographie, donc les imprimantes sur base de technologie résine. Et on sera peut-être familier avec la forme 3+, ou la forme 3L. Néanmoins, depuis l'année dernière, nous nous sommes aussi lancés dans le frittage de poudre avec les solutions SLS Fuse 1 et la Fuse Sift qui l'accompagne. Donc, Formlabs, on est vraiment spécialisé dans l'écosystème d'impression. Donc, slide suivante, qui comprend notamment tout le matériau. Donc, dans la philosophie Formlabs, nous, on cherche vraiment à rendre accessible, non seulement d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue ergonomie, l'impression 3D. Et pour cela, on intègre véritablement le hardware, le logiciel et le matériau au sein d'une solution cohérente et qui est assez facile à utiliser. Donc, toutes nos résines ont été développées en interne et ont été produites par nous-mêmes pour fonctionner sur nos équipements et donner des résultats constants d'une impression à une autre. Donc, pour couvrir la demande de plusieurs marchés, on a développé des matériaux qui sont polyvalents, donc les General Purpose Resins, comme on les appelle, mais aussi des matériaux plus techniques pour des disciplines d'ingénierie, de développement produit et utilisation dans un environnement industriel. Enfin, on a aussi des résines qui sont destinées à des verticales bien spécifiques comme le dentaire, la joaillerie et le médical. Et finalement, depuis l'année dernière, on a aussi différents grades de nylon que l'on peut utiliser sur nos imprimantes à frittage de poudre. Et tout ça combiné nous a amené en l'espace d'un peu plus de 10 ans à obtenir une position de leader sur le marché avec, slide suivante, à ce jour, plus de 90 000 imprimantes vendues à travers le monde. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Formlabs, j'espère que vous connaîtrez bientôt. Pour ceux qui le connaissent, vous savez déjà de quoi on est capable. Et donc ça, c'était vraiment juste un petit aparté pour rappeler qui nous sommes et afin aussi de donner un petit peu de contexte à l'utilisation de l'imprimante qui sera présentée par Antoine dans les slides suivantes. Et c'est tout pour moi. Merci. Merci Pierre. N'hésitez pas du coup à poser des questions à Pierre si vous avez des interrogations sur la technologie ou les matériaux. Hop, je réactive mon micro. Merci Pierre. Donc maintenant, je vais vous parler un peu plus au concret de l'impression 3D que moi j'utilise chez BizLink. Donc juste pour info, l'imprimante 3D, on l'a eu, je crois, pour janvier de cette année et je vous l'avoue qu'elle tourne à plein régime chez nous. Donc qu'est-ce que j'ai acheté et pourquoi? Alors, la demande d'achat que j'avais faite, c'était pour la forme 3L. Parce qu'en fait, on est sur un secteur qui demande quand même des grosses impressions. Et comme j'avais pu en discuter à l'époque avec Pierre, le but, moi, de cette machine n'est pas juste de faire des prototypes, même si pour toute personne que ça intéresse, si on fait un retour sur investissement par rapport à d'autres entreprises, on peut facilement calculer le temps de retour sur investissement. Mais moi, c'est pour la vente. Donc, j'ai besoin d'un gros volume d'impression, d'une très grosse finesse de couche. Donc, c'est pour ça que les 25 microns, c'est souvent comme ça que je règle mes machines. Mais aussi, qu'est-ce qui m'a décidé? Donc, c'était d'un point de vue ce que peut proposer Formlab, comme ils vous ont dit, ce sont quand même des leaders sur le marché. Je me suis énormément renseigné, j'ai fait énormément de comparatifs.
Et c'était eux qui proposaient les différents matériaux que je pouvais avoir. Voilà. Autrement que ça, on a appris le package complet. On a pris aussi la forme cure L qui ressemble au micro-ondes. Je suis désolé de dire ça, Pierre, c'est peut-être péjoratif, mais pour moi, ça ressemble à un micro-ondes qui permet d'accroître les données mécaniques des différents matériaux, même s'il y en a certains, honnêtement, ils se rapprochent énormément de tout ce que je pourrais avoir en injection. Et j'ai aussi la machine de post-traitement qui me permet de nettoyer les pièces et plus. Donc voilà, à l'époque, on avait fait un… Alors, je ne peux pas vous donner exactement les chiffres parce que je n'ai pas le droit d'un point de vue de mon entreprise. Ça nous avait coûté à peu près un peu plus de 16 000 €, hors consommable, bien sûr. Donc voilà. Alors, pourquoi j'avais acheté cette imprimante 3D? Donc en fait, comme vous avez pu voir, Léonie, je suis désolé, je dis encore beaucoup Léonie parce que c'est très récent, BizLink et Léonie, en fait, on est vraiment dédié sur tout ce qui est gros porteur industriel. Depuis un certain temps, depuis quand même un certain temps, 5 ans, mais voire plus ces dernières années, nous avons un nouveau marché qui rentre en compte, c'est tout ce qui est robots petits porteurs. Donc, je sais que sur l'aérospatial, ils l'utilisent beaucoup, sur tout ce qui est pharmaceutique aussi énormément. Donc, en dessous, je vous ai mis quelques marques que vous pouvez avoir, qui sont, moi, des robots où je suis en train de finir de développer des solutions complètes sur ces petits robots. Donc, c'est des robots qui mesurent des fois 50 à 60 cm, qui peuvent peser, qui peuvent porter 5 à 20 kg. Donc, ça, c'est très important pour ce que je vais vous dire par la suite. Ce sont des robots qui portent 5 à 20 kg. Donc, en fait, moi, en tant qu'équipementier robot, je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi. Le choix des matériaux est très important. Donc, ces robots ont tous des points de similitude, c'est que tous les constructeurs de robots veulent faire des robots accessibles à tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve une prise en main intuitive. Tous ces fabricants de robots mettent que certaines, soit une sortie d'air au niveau de l'axe 6. Donc, je ne sais pas, c'est pour toutes les personnes qui ont des robots. Ça, c'est l'axe 6 du robot. Je l'utiliserai beaucoup. Par contre, tous ces fabricants, donc là, je vous ai juste cité quelques marques, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans chaque marque, nous avons à peu près 6 types de robots différents. Donc, c'est pour ça que mon choix d'impression 3D est très important, c'est qu'en fait, comme je vous ai dit, il n'y a pas de standard d'un point de vue d'un design, même en intermarque. Donc, imaginez le nombre de… Si je passais par une solution qui était standard, donc en fait, on vient dessiner des pièces, on les fait après en moule, en injecté. Aujourd'hui, à l'époque où on est, les fabricants ne peuvent pas me garantir un nombre de commandes suffisant qui me permettrait déjà de rentrer dans le marché, mais qui me coûterait énormément cher. Je vais refaire une passe après, plus tard, sur tout ce qui est d'un point de vue coût. Et comme je vous ai dit, les terminologies en axe 6, ici, sont souvent différentes. Nous pouvons avoir de l'ovale, nous pouvons avoir un rond d'un diamètre de 40 mm ou alors un rond de diamètre 120 mm. C'est plein de petits facteurs qui m'ont décidé à aller sur cette technologie de Formlab. Et comme je vous ai dit, c'est un marché où personne ne s'est vraiment mis dessus ou alors des fois, il y en a qui font des choses qui bidouillent, mais ça casse. Et moi, je veux utiliser l'expérience qu'on a chez Léonie, chez BizLink en robotique industrielle pour proposer à toutes ces personnes qui veulent utiliser des petits porteurs une solution fiable. Donc voilà, donc je repars. Donc moi, mes clients, comme je vous ai dit, ça peut être directement les fabricants de robots. Je vais vous faire voir après un cas concret où j'ai été sollicité par un fabricant de robots qui m'a dit, voilà, on va développer ce style de robot et essayer de me proposer une solution. Ça peut être aussi bien des intégrateurs de solutions. Donc, exemple, je peux prendre une marque comme Total Energy, comme Dior, comme PSA, comme Renault, n'importe. Ils font souvent appel à la sous-traitance pour définir leur process. Donc, moi, j'ai ces personnes-là qui achètent des robots et qui disent, est-ce que vous avez une solution pour nous aider à acheminer telle énergie au bout de l'axe 6, soit pour un préhenseur avec des ventouses, soit ça peut être des actionnaires électriques, j'allais dire électroniques, électriques.
Donc voilà, aujourd'hui, moi, sur la gamme petit porteur, aujourd'hui, je sais que je suis de plus en plus sollicité sur tout ce qui est automobile, parfumerie, parce que vous savez très bien que vous savez peut-être, excusez-moi, que Chartres est quand même la capitale de la parfumerie. C'est là où on a toutes les entreprises Paco Rabanne, Dior, etc. Ayant fait récemment des salons, j'essaye aussi de me forcer à proposer une solution pour de l'alimentaire. Voilà. Et aérospatial, je sais qu'on est en consulté actuellement pour fournir une solution sur un petit porteur. Alors, la volonté des clients est quelque chose qui est très important, qui m'a aussi défini le choix de mon imprimante. Donc, quand je dis fonctionnalité maintenue ou améliorée, vous pouvez peut-être penser que c'est des mots qui sont très importants. Alors, maintenu, pourquoi comme je vous ai dit, la masse embarquée sur ce type de robot, c'est de 5 à 20 kg. Aujourd'hui, sur de nombreux robots, on voit des choses qui sont soit faites en inox, soit qui sont faites dans des aciers. Ça peut facilement arriver à aller à peu près à 3, voire 5 kg en fonction de ce qu'on peut mettre dessus. Je dis ça vraiment minimum en ayant fait des optimisations de masse pour que ça dure dans le temps. Voilà, il y a aussi ce facteur-là. Avec l'impression 3D, j'ai réussi à proposer des systèmes aujourd'hui qui pèsent moins de 500 grammes, exemple pour venir accrocher le faisceau en axe 6, mais aussi sur tout le long du robot. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que, exemple, un robot qui portait 15 kg, aujourd'hui, je ne peux pas venir voir le fabricant et lui dire « Ok, je peux vous faire quelque chose ». Par contre, l'aspect de votre robot pour votre client, ça ne sera plus 15 kg, mais ça sera 10 kg. Ça, c'est totalement négligeable. Aujourd'hui, si je leur dis « Moi, je vous propose quelque chose qui est très fiable, mais qui pèse que 500 grammes », la pilule passe beaucoup mieux. Après, cobotique et co-manipulation, qui sont aussi des termes qui sont très importants pour moi. Cobotique et co-manipulation, ça veut dire qu'en fait, la personne va interagir avec le robot, que ce soit aussi bien sur la programmation du robot. Donc, exemple, il va venir attraper le robot et il va lui faire venir apprendre les différentes trajectoires. C'est pour ça que j'avais mis au-dessus « améliorer », c'est que le système que je propose, vous verrez des images après par la suite, beaucoup de fabricants nous ont fait le retour après, comme quoi ils utilisaient mon système comme poignée. C'était quelque chose que je n'avais pas pensé à la base, mais c'est pour ça que je me suis permis de mettre « améliorer », c'est qu'on utilise des fois ce que j'avais dessiné d'une autre façon qui plaît énormément aux différents fabricants. Et co-manipulation, donc pourquoi co-manipulation? Donc là, c'est vraiment que le robot, que le robot va travailler très proche d'un robot. Donc en fait, il ne faut pas que les systèmes que je dessine viennent blesser la personne. Certes, il y a les sécurités des robots, surtout sur des petits robots comme ça, où en fait, si le robot vient cogner, il va venir s'arrêter avec une certaine force, mais on ne peut pas imaginer que moi, je dessine quelque chose avec des arêtes vives sur le côté. Donc voilà. La maintenance qui a été un point qui a été très important. À l'heure actuelle, vous savez très bien dans les conditions qu'on est avec le Covid, il est de plus en plus difficile, en tout cas pour moi, la société Bizning, de fournir du matériel en temps et en heure. Et l'imprimante 3D, merci à Formlab, ils sont très réactifs sur l'envoi de la matière première. Donc, c'est des choses que si je passe une commande, à peu près en une semaine, j'ai mon matériau. Donc, moi, je suis capable de dire à mon entreprise, même si j'ai des fois des petites pièces en stock, je suis capable de dire, je ne vais pas vous annoncer un délai. Aujourd'hui, j'ai des fournisseurs qui m'annoncent 12 à 17 semaines de délai. Que moi, je suis capable de dire aujourd'hui, bon, bah, au meilleur des cas, si j'avais déjà fait l'image 3D, bon, bah, dans 3 jours, ça part de chez moi. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très bien. Je vais y arriver, je vois toutes vos questions, je vais y arriver. Donc, délai et réactivité, c'est ce que j'ai dit, ça va avec la maintenance, c'est que j'ai quelque chose qui est très, très réactif. Autre fonctionnalité très bien, c'est de pouvoir lancer les impressions 3D de chez soi le week-end. Ça, c'est quelque chose, ça me rassure et merci Formlab là-dessus. Cas d'application, donc je vais vous dire un peu plus en détail. J'ai pris à peu près, donc les délais, c'était pendant le Covid, ce que vous pouvez voir, d'accord.
Ça, c'est un système que j'ai développé pour une entreprise Fanuc où, en fait, c'était vraiment avant la sortie du produit qui s'appelle CRX de Fanuc, Japon. Donc, en fait, à J0, j'ai eu le sujet. C'est pour vous donner à peu près une ordre d'idée du gain que j'ai gagné à passer avec l'imprimante 3D. Je vais y arriver, je vois toutes vos questions, il ne faut pas que je regarde, je suis désolé, je les traiterai après. Donc au début, on prend le sujet, étape 1, je dessine mes premiers drafts. J'ai dit je parce que là, comme j'avais du temps, c'était pendant le Covid, on était en chômage technique, donc je m'occupais chez moi. Je dessine les premiers drafts. Après, une fois que il y a toutes les réunions internes que vous pouvez tous connaître dans vos entreprises, on fait des revues techniques. Suite à ça, je rédige les consultations pour mes différents sous-traitants. On lance la fabrication des moules. Donc là, on parle vraiment d'une technologie où on l'a fait en moule parce qu'à l'époque, je n'avais pas l'imprimante 3D. D'accord? Et c'est aussi parce qu'on avait un certain nombre de volumes qui étaient garantis par le fabricant du robot. Fabrication mise au point parce qu'on sait très bien que sur un moule, il y a toujours du travail de tolérance qui n'est pas propre à moi, que je ne peux pas connaître parce que tout dépend de comment travaille le mouliste. Encore des revues de produits et des validations. Donc, toute cette phase consultation, fabrication, revue de produits, validation, c'est quelque chose qui peut aller vraiment, qui peut faire exploser un planning, surtout s'il y a des pièces qui sont plutôt complexes. La phase 1 et 2, on arrive plutôt à les cibler entre 1 mois et 2 mois, voire un peu plus en fonction de la charge de travail. Et après, on a la production vie-série du produit. Donc, comme vous pouvez voir en dessous, ici, j'avais fait tous mes différents types. Donc, ça, c'était le produit pour lequel je devais dessiner. J'avais fait mes premiers drafts. Suite à ça, j'ai proposé à la Chine une forme un peu du style Tour Eiffel, parce que, au Japon, excusez-moi, parce qu'en fait, c'est des personnes qui marchent énormément au symbolique. Donc, c'est aussi comme ça que j'ai réussi à leur faire plaisir. Création du moule, des revues, des déplacements, surtout que ces moules pour ce produit ont été faits un peu partout dans le monde pour être plus ou moins réactifs. Et suite à ça, le rendu final, et aujourd'hui, on peut voir que le système est mis dans différentes industries, souvent pour du pick and place. Donc, pick and place, qui est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le pharmaceutique, où en fait, on va venir chercher différents objets à des endroits et pour les replacer conformément. Ça, je vous inviterai à voir des vidéos sur Internet, il y en a énormément. Qu'est-ce que j'ai gagné maintenant avec Formlab ? Donc, je tiens à le dire, Formlab, l'imprimante que j'utilise, ce sont pour des marchés de niche où aujourd'hui, je n'ai pas encore les quantités, mais ça me permet de me positionner sur le marché. Bien sûr, si je vois que j'ai de la grande quantité, mon développement est fait de telle sorte à que je puisse passer certaines pièces après en moule plastique. Donc, pour vous dire, au-dessus, je vous ai mis avant. Et qu'est-ce que je gagne à peu près avec l'impression 3D? Donc, l'étape 1, l'étape 2, en fonction de comment on conçoit les pièces. Donc, c'est vrai que la première fois que je vais concevoir une pièce, ça ne va pas être très rentable pour moi parce qu'il faut que je dessine. Mais en fait, l'impression 3D a changé ma philosophie de travailler. Avant, quand j'étais en moule plastique, vu le prix d'un moule, j'étais sur une philosophie où je me disais je dois réutiliser au maximum des produits étagères que j'ai pour réduire mes coûts. Aujourd'hui, je dessine les pièces, je peux dire je parce qu'aujourd'hui, j'ai beau avoir la casquette de chef de projet, je sais faire du 3D et je sais aussi faire de l'électronique. Donc, il m'arrive souvent de pouvoir aider mes équipes et de les aiguiller de comment concevoir une pièce. Et même sinon, moi, faire du Excel toute la journée, ce n'est pas quelque chose qui me plaît. Donc, aujourd'hui, je change totalement ma philosophie. Je conçois des pièces et je demande aux équipes de concevoir des pièces de telle façon, si on me dit on change quelque chose, un diamètre sur un robot, je change une seule cote et ça me modifie ma pièce. Bien sûr, ce sont des pièces qui sont à peu près similaires. Mais un robot reste un robot à 6 axes
ou peut avoir 3 axes, mais nous avons toujours quelque chose à peu près similaire. Donc, c'est pour ça que, exemple, vous pouvez voir que sur cette photo-là, d'un produit que là, je viens d'installer chez une grande personne, un grand compte en plasturgie, exemple, cette forme-là, ça peut être aussi bien une forme que je retrouve après sur ma poêle axe 6. Donc, je reviens, cette photo, c'est une poêle, c'est un de mes derniers produits que je suis en train de finir de développer, qu'on met sur des robots. C'est le similaire de la solution que vous avez vue ici, mais fait avec l'impression 3D et avec d'autres technologies. Donc, tout à l'heure, oui, j'ai vu quelque chose sur de la RDM. Donc, moi, c'est ce que j'avais dit à Formlab quand j'avais acheté l'imprimante 3D. C'est que moi, j'avais besoin de quelque chose qui soit résistant. Donc, en fait, Formlab m'a communiqué en fait, les données, certaines données qu'ils avaient à leur possession pour que moi, je puisse rentrer les valeurs dans le logiciel qu'on utilise. Donc, ça peut être, nous, là, c'est SolidWorks qu'on utilise chez nous. Bien sûr, une personne qui utilise Katia pourrait reproduire la fiche du matériau complet et permettre de simuler en fait la résistance mécanique du produit. Je vais vous reparler après des avantages et inconvénients parce que c'est quelque chose qui est quand même très important. On ne peut pas dire que l'impression 3D aux mêmes tailles, on peut dire, je vous dis comme ça, un cylindre qui fait 10 mm en moule ou un cylindre qui fait 10 mm en injection plastique, malgré que Formlab travaille honnêtement sur des matériaux qui peuvent énormément résister, ce n'est pas pareil. La personne qui vous dit ça, elle vous ment. Je suis désolé de le dire, mais ce n'est pas possible. Donc, en fait, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Donc, voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, je sais que là, je vous ai mis à peu près donc, entre le sujet qui tombe et la fin où je peux avoir quelque chose qui est vraiment très fiable, j'ai mis 2 mois, mais pour vous dire, sur ça, c'est si je pars sur un nouveau produit où je connais quand même certaines choses, je peux quand même repartir. Mais exemple, là, j'avais été consulté par une autre entreprise de robotique. Sa solution complète, en 1 semaine, je suis capable de lui redessiner quelque chose. Aujourd'hui, pour moi, vendre mes produits avec l'imprimante 3D, et la chose dont il faut que je fasse attention, c'est le coût du temps passé à mon bureau d'études. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même que je reste compétitif par rapport à d'autres. Donc, moi, moins de temps, le bureau d'études va passer à développer des pièces, plus je vais pouvoir rentabiliser mon produit. Alors, je vous parle, je n'ai pas eu le droit de mettre les vrais chiffres. Je suis désolé, je vous donne vraiment des grandes fourchettes, c'est pour que surtout vous puissiez voir la différence notable entre avant, quand je ne travaillais pas avec Formlab, et après. Je tiens encore à dire, faites attention, je parle de projets. Donc, le premier projet, c'était pour vraiment de la très grosse quantité. Grosse quantité, c'est plus de 200, 300 produits par an au début de lancement de produit. Et après, la Formlab, où en fait, aujourd'hui, je ne connais pas encore réellement le potentiel, tellement il y a de diversité de robots. Mais comme mon design est fait de telle sorte que j'adapte sur n'importe quel type de porteur, plus tard, peut-être, je suis désolé pour Formlab, soit j'achèterai plus d'imprimantes 3D, soit je passerai en moule. Donc, pourquoi un prix un peu comme ça et un découpage? Donc, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que plus un projet va durer, donc bien sûr, il faut payer les personnes à faire la gestion de projet, que ce soit aussi bien chez moi Bizlink que chez mes sous-traitants. Donc, bien sûr, il y a une part, plus le projet va durer, plus ça va coûter cher. Même si mon patron, j'aimerais bien que des fois il m'augmente, mais je lui coûte déjà assez cher. Études, donc ça prend une grosse partie parce qu'en fait, à chaque fois, nous avons des revues avec les moulistes qui nous disent bah non, ça, nous ne pouvons peut-être pas le faire, ou alors on se rend compte qu'il y a certaines choses qui ne passent pas. Donc, l'étude est aussi une part importante du financement. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que en fait, j'ai l'outillage. L'outillage, c'est quelque chose qui coûte quand même assez cher. Sur un projet du style à peu près le produit vert que vous aviez vu, le CRX, il faut compter quand même à peu près un peu plus que 50 000 € à la fourchette
sur la fabrication d'outillage. Donc ça, c'était pour un produit. Donc imaginez maintenant que demain, on me dise, on doit faire ça pour le robot Yaskawa HC10, pour le robot Yaskawa HC20, pour un Stobli, pour un ABB, pour un Kuka. Bien sûr qu'il y a des pièces, heureusement, il y a des pièces, comme je vous ai dit, avec la philosophie d'une personne qui travaille sur des moules, je vais pouvoir utiliser des choses. Mais j'ai quand même au moins 2 pièces à chaque fois qui vont changer. Donc, OK, ça ne sera peut-être pas 50 000 €, mais si c'est des pièces avec des moules, un tiroir, 2 tiroirs, ça, c'est la façon dont on fabrique les moules, et ben, ça peut très rapidement arriver à aller à plus de 14 000 € le moule. Donc, moi, aujourd'hui, sachant que c'est vrai qu'il y a les études de marché, je suis d'accord, il y en a qui vont me le dire, vous avez fait des études de marché, oui, mais c'est quand même un secteur qui est en pleine expansion. Et comme je vous ai dit, il y a énormément de clients, énormément de types de robots. Donc, je ne peux pas me permettre aujourd'hui de lancer à foison 25 000 outillages. Et ça, c'est quelque chose que je gagne avec Formlab, qui me permet de me positionner très rapidement sur les marchés. Et après, je referai bien sûr des retours d'expérience avec le service commercial pour dire, voilà, arrivé à tel moment, c'est une stratégie groupe. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? Donc après, je vous ai mis, pourquoi ça ne marche plus? Non, je ne peux pas passer à la prochaine. Normalement, il faut juste réaccéder. Voilà, ça devrait aller. Hop. Non, ça ne veut pas, je suis désolé. Ah si, problème de réseau, je suis désolé. Donc, comme je vous disais, en fait, c'est encore des chiffres significatifs. Dans le premier que vous pouvez voir, dans la vie-série à environ 35 kg, j'ai mis l'achat de la machine. C'est quand même une grosse part importante. Suite à ça, on a aussi la matière, mais comme je vous ai dit, comme mon délai va être plus proche et comme je vais plutôt être maître de mon design et de mes pièces, ça va me réduire mon temps d'étude. C'est vrai que là, vous pouvez dire, ouais, l'étude, c'est 36%, tout à l'heure, vous étiez à 31%, mais on ne parle pas du même temps. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Là-dedans, j'ai mis aussi, comme je vous ai dit, c'était le premier, donc il a fallu que je me forme, que je forme mes équipes à utiliser l'imprimante 3D. Certes, elle est intuitive, mais Pierre pourra vous le dire, il y a des subtilités, il y a des choses qu'on apprend à fur et à mesure. Donc, c'est vrai que sur les premières pièces que j'ai faites, j'ai peut-être perdu de l'argent, je ne dis pas le contraire. Mais par la suite, comme je te dis, c'est des produits que je vais réutiliser, c'est des designs que je vais concevoir qui vont être vraiment très proches les uns des autres. Et maintenant, les pièces que je crée, si je me dis, exemple, j'ai une gaine, on parle beaucoup de gaines, les gaines qu'on vient mettre sur l'acheminement du robot. J'ai une gaine de 17, demain j'ai un de mes commerciaux qui me dit, Antoine, j'ai besoin d'une gaine de 23. Je sais très bien que comment j'ai conçu la pièce, je vais changer 1 à 2 cotes et je vais pouvoir m'adapter très rapidement, en moins d'1 heure à peu près. Pour la personne qui connaît bien les pièces, elle va pouvoir redessiner la pièce, créer le fichier STL et l'envoyer dans l'imprimante 3D. Donc, c'est pour ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai gagné énormément avec l'imprimante 3D, c'est que je suis capable de faire du sur-mesure. Aujourd'hui, de nombreuses personnes, surtout dans la robotique industrielle, petit porteur, on est obligé de faire du sur-mesure, hélas. Bien, on a des formes qui sont typiques, ok, ça, il n'y a pas de souci. Dans le meilleur des cas, des robots qui vont faire de la palettisation, qui vont prendre d'un endroit, mettre à l'autre, ça, on va pouvoir proposer des choses qui vont être souvent les mêmes. Et ça, une fois que moi, j'aurai fait le premier proto, je vais les écouler, j'aurai plus qu'à appuyer sur mon imprimante 3D, je vais me retrouver. Mais c'est des choses qui sont vraiment très importantes. Et comme je vous ai dit, coût avant vie-série, donc 7 000 pour un deuxième projet, plus je vais avoir de projets, plus ce coût va diminuer parce que j'aurai une bibliothèque de plus en plus étoffée. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est énorme et qui, pour moi, me permet de gagner énormément de marché. Il y a un autre point, je crois que j'ai oublié de dire, mais je pense que je l'ai après. Donc, je vous dis ici, Pierre, ainsi que M. Thibault Leroy, qui n'est pas là, et je pense qu'il s'excuse de ne pas pouvoir être avec nous. On en a parlé tout à l'heure. Cette diapositive est vraiment d'un point de vue industriel. Et de mon point de vue, je n'utilise pas l'imprimante 3D pour faire des protos.
j'utilise l'imprimante 3D pour vendre. C'est vraiment mon but. Bien sûr, comme je l'ai dit, j'aurais pu faire un retour sur investissement si j'avais fait que du prototype. Comme je vous ai dit, on a le produit Pulsar où je dois faire des capots. J'ai différentes pièces où j'aurais pu maqueter. Mon but premier, en tant qu'industriel, est de vendre mes produits. Et ça, c'est quelque chose, c'est aussi pourquoi je suis parti sur cette technologie de la Form 3L et pas de la nouvelle génération que propose Formlab. C'est que moi, un aspect qui est très important, c'est l'aspect. L'aspect qui est quelque chose vraiment fondamental. Je pense que certains de chez vous ont peut-être une imprimante 3D à dépose filaire. Moi aussi, ça a été la première que j'ai achetée. J'ai acheté une Zortrax il y a pas longtemps, il y a 3 ans, en dépose filaire, qui est une marque qui est connue. Il y en a d'autres, hein, des Ender, n'importe. Euh, J'avais été consulté par une personne dans le secteur de la parfumerie qui rentre dans le luxe. Eux, ce qu'ils veulent, c'est quelque chose qui soit fonctionnel et qui soit aussi très joli à voir. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Il faut que j'arrête de regarder les commentaires, je suis désolé. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Donc, en fait, c'est aussi pour ça que je suis parti sur cette technologie SLS, qui me donne un aspect, quand c'est bien paramétré, un aspect qui sort de moule. Et quand j'ai fait voir mes premières pièces à mes différents intégrateurs, à mes différents clients, eh ben, ils ne pouvaient pas faire la distinction. Ok, bien sûr, si on regarde un peu, on voit un moment des supports, des petites touches de support. Mais quand elles sont bien designées, ce sont des pièces, on pourrait les confondre avec des pièces moules. Sérieusement, moi, j'en ai fait certaines. Vous avez pu voir tout à l'heure la petite pièce que j'avais qui était bleue, qui est une des dernières que j'ai installées. Honnêtement, on ne peut pas imaginer, à moins d'être à 30 cm, bon, peut-être pas un peu plus, mais voilà. Donc, aspect similaire à l'injection plastique, c'est aussi pour ça que je suis parti sur cette techno. Soit on me proposait une pièce qui avait un aspect un peu granuleux. Donc ça, c'est quelque chose que moi, je n'aurais pas pu vendre pour tout ce qui est alimentaire. Parce que je fais aussi attention à tout ce qui est normes des produits. Dans l'alimentaire, il faut que ce soit des choses qui soient faciles à nettoyer. Donc, toute aspérité, franchement, aujourd'hui, on voit la quantité de rappels de produits qu'on a. C'est parce qu'en fait, souvent, il y a des aspérités à certains endroits que les bactéries viennent se mettre dedans. Et avec l'imprimante 3D, eh ben, je suis un peu plus libre d'un point de vue design. Réactivité, c'est quelque chose qui est énormément et qui me permet, moi, de gagner des marchés. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase qui est très compliquée. Je peux être réactif d'un point de vue fourniture du matériel, si c'est déjà des choses que j'avais dessinées, ou alors réactivité d'un point de vue design. La personne, elle me dit, oh, j'aimerais plutôt une pièce comme ça. Oui, je suis sur mesure. On pourrait dire que c'est comme du luxe. Mais je réponds aux besoins du client. Et ça, c'est vraiment le plus important. Après, c'est ma philosophie de business, de bien chiffrer et de m'adapter en fonction de la demande du client. Donc, comme je vous ai dit, le coût, tout dépend de la conception du produit. Donc, même principe, réduction, idéal pour les marchés de niche, c'est ce que je vous ai dit. Je conçois mes pièces de telle façon à pouvoir m'adapter à un futur besoin très rapidement. Mon secteur est quand même très limité. C'est équipement d'un robot industriel. Les accastilles, alors ce que vous voyez, ça s'appelle un accastillage dans le jargon robotique industriel. Ça se limite à la terminologie du robot et après aux différents cheminements, comme sur l'image que vous verrez à la fin quand j'aurai fini la présentation. Coût, donc je ne vous mens pas, il y a eu un retour sur investissement que j'ai été obligé de faire pour avoir les fonds auprès de mon entreprise. Je l'ai fait et comme je vous ai dit, moi, je fais de la vente de produits. Bien sûr, aujourd'hui, juste avec le prototypage, aujourd'hui, si je faisais que juste du prototypage, je n'aurais pas rentabilisé encore ma machine. Aujourd'hui, je suis presque au seuil de rentabilité de ma machine, le fait de l'avoir acheté déjà, mon amortissement de l'achat. Et comme je vous ai dit, la machine, je l'ai depuis quand? Je crois, Pierre, depuis début janvier. Et là, ça va aller de pire en pire, et heureusement pour moi. Pire en pire sur la quantité de travail à faire. Je suis désolé, pas pire en pire.
Matière, ça c'est quelque chose que je vous ai dit. Matière, quelque chose qui est très bien, c'est qu'en fait, plein de choix, possibilité de personnaliser les pièces, donc ça peut être aussi bien sur la couleur. Moi, le bleu, qui est l'identité de notre marque, que ce soit aussi bien lié à Léonie que Bising, c'est quelque chose que j'ai fait. Là, je sais même que j'ai demandé à Pierre ainsi que Thibaut d'essayer de se rapprocher au plus du RAL de mon entreprise. Ils me le font gentiment, ils sont en train d'essayer de regarder pour me le donner. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a énormément de matières qui m'ont ouvert d'autres possibilités. Ils ont des matières flexibles. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur un robot industriel, nous avons absolument besoin de brider des câbles. Et pour brider les câbles, la matière flexible, c'est l'idéal. Donc, en fait, ça m'offre aussi une autre possibilité sur les petits porteurs. Je parle vraiment de petits porteurs parce que gros porteurs, ça veut dire des tonnes de câbles, ça veut dire des tonnes de force. Je ne pourrais pas me permettre, mais exemple là, tout ce qui s'appelle une star, tout ce qui est moyen de bridage des câbles, eh bien, je vais la faire aussi avec cette imprimante 3D dans un matériau élastomère. Je ne sais pas encore lequel parce que Formlab développe un matériau élastomère 50 Shore et 80, d'après ce qui me semble. Donc voilà, c'est des choses. Et là, récemment, tout à l'heure, je vous ai mis que une des choses qu'on fait, c'est qu'on produit ici, sur le site de Gélinville, à côté de Chartres, on produit nos tuyaux, nos propres tuyaux, des tuyaux simple couche, bicouche. Et en fait, j'ai vu un jour que Formlab développait un produit qui est de la céramique. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi parce qu'en fait, quand je veux dessiner un nouveau tuyau, aujourd'hui, on arrive à faire des tuyaux carrés, des tuyaux octogones. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le développement d'un outil coûte énormément cher. Que moi, avec la céramique, je suis capable, déjà pour une phase de proto, de dessiner ma tête d'injection. Et c'est quelque chose qui est énorme, qui est vraiment phénoménal, parce que ça me fait gagner du temps, ça me permet de remodifier très rapidement jusqu'à temps d'arriver à mon produit final. Donc là, oui, j'utilise aussi l'imprimante 3D. Je vais l'utiliser, parce que je n'ai pas encore fait, on a commencé à dessiner. Je vais utiliser l'imprimante 3D pour aussi améliorer mon process et développer de nouveaux produits dans d'autres secteurs que de la robotique industrielle. Donc, un petit aparté, oui, BizLink, on fait aussi du tuyau et ils sont très résistants. Je vous le dis juste à titre d'information, je fais ma petite pub. Et simplicité de l'utilisation de l'imprimante 3D, parce qu'en fait, honnêtement, on est vraiment bien accompagné. Je n'ai pas eu à me plaindre aujourd'hui sur l'utilisation. Il y a de nombreux tutos qui sont mis à disposition sur le site Formlab. Je fais cette pub. Honnêtement, j'aurais pu être formel, le mettre dans les points de vigilance, points d'amélioration. C'est aussi pourquoi je suis parti sur cette imprimante 3D. Honnêtement, ma veille techno sur les imprimantes 3D, en plus, c'était pendant le Covid, donc j'avais le temps. À temps plein, honnêtement, j'ai dû passer 2 mois, pas en faisant que ça, mais à faire des recherches, à consulter différentes entreprises. Et c'est aussi quelque chose qui est très important. Honnêtement, demain, je ne sais pas si je serai encore chez BizLink, j'ai d'autres personnes à former. La prise en main de l'imprimante 3D est quelque chose qui est un facteur qui est très, très important. Et heureusement pour ça, Formlab nous aiguille bien, que ce soit sur des petites solutions, sur comment faire, comment un peu travailler nos pièces, les placements sur le plateau, c'est plein de choses comme ça que de toute façon, Formlab nous répond très gentiment. J'ai mis des points de vigilance. Au début, je ne savais pas si je mettais inconvénient ou point de vigilance. Mais comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui est propre à moi en tant qu'industriel. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'en fait, ici, j'ai mis design du produit dans les avantages. Comme je vous ai dit, ça me permet de dessiner comme le vent m'emporte. Je reviens sur mon dicton de tout à l'heure, je suis désolé, mais je peux faire ce que je veux à peu près d'un point de vue design, des choses qu'on ne pouvait pas faire en moule. Mais il ne faut pas garder, je garde toujours dans ma tête que si j'ai de la grosse quantité, il y a des pièces que je ferai moi en moule. Donc, oui, les pièces que je dessine sont faites aussi bien pour de l'injection que pour de l'imprimante 3D. J'aurais peut-être quelques petites modifications à faire. Par exemple, cette pièce qui est ici, je pense que j'aurais peut-être quelques modifications après, mais elles seront infimes. Cette pièce-là, qui est en 2 coques, je sais que je la ferai que je peux la faire aujourd'hui en moule.
Donc, le design du produit, pourquoi? Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous ne pouvons pas dire que un matériau sorti d'une presse est équivalent à un matériau au même design, au même code, avec l'impression 3D. Quelque chose qui fait une épaisseur qui fait 1,5, peut-être que moi, elle va devoir faire 2 mm d'épaisseur. C'est des choses comme ça. C'est des choses qu'il faut étudier, qu'il faut prendre en compte lors du design. Voilà, on va gagner sur certains points, mais à côté de ça, il va y avoir des points de vigilance. La connaissance des produits, c'est qu'en fait, il y a énormément de matériaux, il y a énormément de choses à apprendre quand on fait de l'impression 3D, comment positionner les pièces. La mise en place du support, vous verrez, franchement, honnêtement, vous allez regarder des pubs sur YouTube, sur ces types de technologies. On voit souvent en fait des sortes de tours Eiffel qui viennent tenir ces pièces-là. Moi, je l'ai mis en point de vigilance parce que ça, c'est un savoir à faire. C'est ce que je disais tout à l'heure à Pierre et Thibaut quand on préparait la présentation. Au tout début, je faisais comme tout le monde. Honnêtement, j'étais tellement excité d'avoir mon imprimante, je faisais mise en place automatique, je faisais générer. Mais après, quand je sortais les pièces à nettoyer, parce qu'en fait, quand je dis nettoyer, c'est juste casser, ça me prenait énormément de temps. Maintenant, avec l'expérience que j'ai eue, avec l'aide des personnes, c'est moi-même qui place mes supports et je gagne énormément de temps. Avant, un nettoyage de pièces qui pouvait… Bon, c'est vrai que j'étais peut-être un peu débutant, j'étais voilà, un peu trop excité. Avant, un nettoyage de pièces me prenait… Je fais des grosses pièces, hein. C'est pour ça que je mettais 30 minutes. Maintenant, ça me prend même pas 3 minutes parce que j'ai adapté ma pièce en fonction, mes supports en fonction de ma pièce et je sais où positionner mes choses. Donc, c'est toutes ces choses-là, même choix du solvant. Aujourd'hui, Formlab, il me dit vous pouvez utiliser plusieurs types de matériaux, de solvants. Moi, d'un point de vue norme et d'un point de vue des opérateurs qui utilisent aussi ces matériaux, j'avais choisi quelque chose qui s'appelait le TPM, qui est un solvant qui à un moment été vendu, je crois, par Formlab, qu'on peut toujours trouver. Ça rentrait dans tout ce qui était médecine du travail. Et en fin de compte, aujourd'hui, j'ai vu des choses. J'ai préféré rechanger mon cap, dire non, je vais changer l'endroit où j'ai mis mes imprimantes 3D pour les mettre dans un endroit où il y a une ventilation. Mais exemple, Formlab m'a conseillé un autre solvant. Pierre pourra peut-être le dire tout à l'heure ce que c'était comme solvant. Mais j'ai préféré changer ma casquette, dire maintenant j'investis, je change de solvant et je vais faire des pièces qui seront d'une pureté vraiment énorme. Donc voilà, donc je vous dis, ça c'est des points de vigilance qui sont propres à moi. Peut-être qu'une autre personne aura un autre discours, mais moi c'est vraiment des points qui sont vraiment très importants. Je fais des pièces pour les vendre, la résistance du matériau est quelque chose qui est très important. La connaissance du produit aussi, les supports est quelque chose qui va me faire gagner du temps post-production de l'imprimante 3D. Donc, c'est quelque chose qui va me faire gagner aussi de l'argent. Voilà, donc exemple ici, vous voyez un petit robot, c'est un des derniers que j'ai fait, que vous pouvez voir sur un salon lors de Formlab maintenant, parce qu'ils en ont dessiné un tout petit. C'est quelque chose que j'ai fait où on voit les différents produits que j'ai fait, donc les accasillages, la poêle en axe 6, on appelle ça une poêle, je suis désolé pour le nom, avec les différents accasillages. Donc nous, on développe vraiment toute la solution complète avec les différentes solutions. Comme vous pouvez voir, ce que j'ai dessiné ici, je le réutilise ici d'une autre façon. Et voilà, donc aujourd'hui, on est en train de BizLink, on est en train de s'adapter vraiment au marché des petits porteurs, de s'adapter surtout à vos besoins clients. Et voilà, je vous remercie en tout cas. Vous trouverez en dessous mes coordonnées, n'hésitez pas. Ne m'harcelez pas trop, hein, mais vous pouvez m'envoyer un mail. Si je ne décroche pas, je suis désolé. C'est que je suis énormément pris en ce moment sur des sujets nucléaires. Et merci encore à 3D Natif, merci à Formlab et merci à vous. Voilà. Merci beaucoup Antoine et merci Pierre également. On a un peu dépassé en termes de temps, mais c'était tellement intéressant que du coup, j'ai pas coupé volontairement. Alors on a le temps juste de prendre quelques questions pour aller un tout petit peu plus loin. Il y a eu pas mal de questions c'est vrai, sur le design justement et sur ce changement de philosophie de travailler et la façon de concevoir. Il y avait une question du coup de Manon. Est-ce qu'il y a des pièces
Antoine, que vous avez designé, que vous n'auriez pas pu produire avec un moule? Oui, la petite, oui, oui, là, alors, parmi tout l'ensemble que j'ai dessiné, je peux cliquer avant, c'est ce que j'ai. Je ne peux pas revenir avant aussi. En fait, ici, je ne sais pas si vous voyez, mais sur l'axe 6 du robot, il y a une toute petite pièce pour l'instant que j'ai designée. Je peux la produire en moule, mais elle me coûterait un peu cher. Donc, j'ai encore quelques petites améliorations à faire, mais sinon, non, comme j'ai dit, en fait, j'ai la chance d'avoir participé au premier projet sur le CRX, petit porteur, où là, j'étais sur une technologie moule. Et avant, dans ma carrière, j'ai quand même fait aussi de la robotique mobile. Donc, en fait, il y a certaines exigences. J'ai eu des formations avec des moulistes. Donc, quand je design, je pense directement au futur. Voilà. Donc, oui, bien sûr, on pourrait faire n'importe quoi avec l'impression 3D. Je pourrais vraiment faire libre cours à mon imagination. Mais non, aujourd'hui, je me force à avoir une philosophie où j'essaye de travailler au maximum pour me rapprocher des mots. On ne sait pas de Merci. quoi est fait l'avenir. Merci Antoine. Alors, vous avez fini par parler des supports d'impression, que vous optimisez les supports pour gagner du temps lors du nettoyage. Est-ce que vous avez des petites marques qui restent sur la pièce après Oui, nettoyage? oui, 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 moi aussi, j'aurais préféré ne pas les avoir. Par contre, là-dessus, il y a des petites subtilités qu'il faut savoir. Mais bien sûr, tout ce qui est aspect donc extérieur, où je viens mettre les marques de fabrique BizLink ou des choses comme ça, je ne mets pas de support. Donc ça, c'est mon orientation qui est propre. Après, j'essaye de mettre le fait de mettre des supports soi-même, on peut un peu limiter l'endroit où on va venir. Donc, il y aura des petites marques, mais je m'arrange à faire ces marques dans des endroits où ça ne se voit pas pour le client. Donc, exemple, sur cette pièce-là, c'est à l'intérieur de la rotule. Un aspect, honnêtement, on ne le sent pas. En fait, je fais des réglages, on peut régler dans l'impression 3D la taille des petits picots. Donc, en fait, c'est comme si quand vous faites de la maquette, je sais pas, je pense que vous avez tous eu des petites maquettes chez vous, on arrive vraiment à avoir pas de différence de forme. Après, je mets beaucoup mes supports sur des arêtes. Sur des arêtes, c'est quelque chose où en fait, ça se voit presque pas. Honnêtement, les personnes, quand elles font le contrôle de mes pièces, elles ont tout le temps un tout petit papier de verre, hop, et elles remettent un tout petit coup aux endroits où ça se ressent. Et honnêtement, hein, pour avoir travaillé énormément dans le milieu automobile, je vous dis, toute voiture qui sort d'un process industriel, il y a la personne qui va venir un petit coup avec son papier de verre retouché. Donc moi, c'est la même chose. Je fais la même chose sur mes process. Merci Antoine. Et je terminerai du coup par une question plutôt pour Pierre. Alors du coup, là, on est plus sur la technologie SLS. Il y avait une question de Mathieu, s'il est toujours là, et qui se demandait s'il était possible de voir la Fuse One sur un showroom ou sur un salon, en sachant qu'il est dans le secteur de Toulouse. D'accord. En fait, nous, on a un bureau à Paris maintenant avec la Fuse One. Vous peut-être commencer à percevoir sur ma droite. Néanmoins, donc, il est toujours possible de venir à Paris. Au niveau des salons, malheureusement, d'un point de vue timing, c'est un peu tard. On était à Lyon le mois dernier et on vient de terminer un salon à Paris avec tous nos équipements en vue. Mais sinon, il est possible de venir directement chez nous à Paris ou chez nos partenaires. Donc, on a des partenaires sur Lyon, on a des partenaires dans l'ouest de la France. On travaille avec pas mal de compagnies sur le territoire. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour en savoir un peu plus. Mais oui, tout à fait possible d'organiser une démonstration. Comme j'avais déjà dit, vous êtes les bienvenus, vous passez par Formlab et je vous accueillerai volontiers pour l'installation qu'on a faite. Merci beaucoup, messieurs. Alors, il est midi 8. On va du coup s'arrêter là. En tout cas, je rappelle que le replay sera disponible sur 3D Native. Il y avait une question de Saba. Donc oui, vous pourrez accéder du coup à la présentation. Merci beaucoup, Antoine. Merci, Pierre. Merci à vous. Merci à tous les Mélanie. participants. Et puis, je vous souhaite une très bonne après-midi et à bientôt sur un prochain webinaire. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.